famille de Benjamin. Enfin, je voulais demander à Benjamin de nous parler de sa famille. Alors, parce qu'il y a un grand entretien avec Sylvie Crossman, donc directrice des éditions indigènes, parce que je trouve que c'est une maison d'édition fabuleuse. Ça donne l'occasion de découvrir un travail qui est fait depuis 15 ans sur les relations, mais tu le diras mieux que moi, mais les relations entre la pensée occidentale contemporaine et les cultures dites premières. C'est que moi, par ailleurs, je fais une mise en scène d'une histoire tzigane qu'a écrit Alexandre Romanesque, un des grands représentants de la communauté tzigane en France. Ça, la communauté tzigane rejoignait aussi un peu mon histoire personnelle et familiale, puisque l'histoire des tziganes est un petit peu l'histoire que j'ai pu avoir dans mon enfance, quand mes parents m'emmenaient en territoire aborigène, donc en Australie, en territoire navarro aux États-Unis ou chez les Tibétains, c'est-à-dire des gens qui vivaient selon leurs propres règles et que la société occidentale ou avec la mondialisation, etc., refusait un autre schéma de vie. Et moi, je ne vois pas pourquoi les tziganes devraient rentrer dans les codes de schémas occidentaux. Ils ont les leurs et ils sont tout aussi respectables, si ce n'est plus, que ceux qu'on veut nous faire adopter. Et moi, je l'ai vu, voilà, le massacre, on peut dire, de sociétés dites indigènes, mais il y a encore contrairement à ce qu'on peut croire, de vaillants résistants dans ces sociétés. Et ils ne sont pas forcément tous laminés par l'alcool et ce que veulent nous faire croire les Occidentaux en les ayant passés pour des gens finis. Non, au contraire, ils résistent, ils créent, ils sont dans le symbole, dans l'esprit et dans la création. Et voilà, ils ont resté sur leur ligne. Par exemple, les sociétés tziganes ne sont pas des sociétés qui revendiquent le pouvoir. La mode, le pouvoir, l'argent, ça ne les intéresse pas. Comme les aborigènes, comme les Tibétains, comme les Navarros. C'est pas du tout leur sujet, ça leur parle peu. Et en plus, j'ai tendance à penser que ça limite la conscience. Si on va aller loin dans la conscience, on est obligé de s'enlever de ces sphères-là. Parce qu'on peut difficilement se concentrer sur sa création et tout ce que ça demande, comme énergie, comme questionnement, comme remise en cause. Voilà, après c'est des choix de vie, mais on voit bien que le pouvoir limite l'être. Limite la profondeur d'un champ intellectuel, artistique. Voilà. Et sinon, sur la transmission, je sais que par exemple dans les sociétés indigènes, maintenant c'est à la mode, mais c'est-à-dire que quand un individu, ce que je dis, tombe malade ou tombe en crise, par exemple dans les périodes de vie comme l'adolescence, etc., c'est toute la communauté qui se remet en cause, et on voit bien que quand un enfant dans un schéma familial va pas bien, c'est aussi à l'entourage de redistribuer les cartes. Et un individu en crise, c'est peut-être aussi une chance. Et c'est ce que dit par exemple les sociétés Navarro, chose qu'on dit peu aujourd'hui, c'est que par exemple les Navarro, on pense que quand un individu tombe malade, gravement malade, ça peut être une chance d'atteindre un état de conscience qui est plus élevé qu'avant qu'il tombe malade. Alors, je ne sais pas si ça c'est clair. Voilà. Et donc peut-être c'est une chance. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le prennent. C'est peut-être une chance de se remettre en cause, aussi une chance d'aller vers ses propres rêves, ses désirs les plus forts. Pas ceux forcément d'une société ou même d'une généalogie, mais de se retrouver. Et puis on voit bien, par exemple, c'est ce que disent souvent les Navarros, c'est quand même dans des maladies comme le cancer, etc., c'est souvent dû à des choses profondes, intérieures, dues à une histoire et des choses qui non résolues des fois, et qui amènent aussi après des fragilités aussi physiques. Et voilà. D'autres témoignages ? Je voulais parler de transmission et j'étais très touchée par ce que Nicolas Fries a dit par rapport au désir et la transmission, que c'est tellement difficile de transmettre le désir. Je suis parfaitement d'accord. Et moi-même, je pense depuis assez longtemps que l'expérience du vécu, l'expérience, ce qu'on ressent dans une expérience, c'est pas même transmissible, c'est impossible de transmettre. Donc j'ai compris que
la seule façon d'essayer de transmettre, c'est de transmettre une pratique pour que d'autres fassent cette pratique, et là, quelque chose va se passer, dont moi aussi je pourrais apprendre, mais c'est autre chose, c'est pas mon expérience, c'est l'expérience de l'autre. Mais la pratique peut quand même indiquer un chemin et peut relier. D'ailleurs, moi je pense que Nicolas Fries, dans sa pratique artistique, c'est ça qui se passe, parce que je pense, si je ne me trompe pas, que dans la pratique de la construction de ce qu'il fait, il y a déjà cette transmission, parce que les autres, ils vivent en participant à cette pratique ce que lui, il désire. Je pense que c'est ça la transmission. Oui. Je vais parler tout à fait autre chose, je voudrais reprendre ce que vous disiez sur l'image. Par rapport à cette question d'abstraction, je trouvais que en fait, notre travail consiste plutôt pas mal à jouer du passage du concret à l'abstrait, de l'abstrait au concret. Et pendant longtemps, on a cru que les œuvres, enfin, on croit peut-être encore toujours, je sais pas, font des choses, enfin, fabriquent des choses concrètes avec des mots concrets, enfin, pour nous emmener dans l'abstraction et pour nous faire rêver, ou pour nous emmener dans un espace imaginaire qui serait le lieu sublime de la culture, qui serait l'endroit un peu abstrait, un peu distancié. Et moi je pense qu'effectivement, enfin, j'ai l'impression de faire l'inverse en fait, c'est de travailler sur, la musique n'est qu'abstraite, donc je n'ai pas le choix, c'est de travailler sur l'abstrait pour transmettre du concret. C'est-à-dire faire en sorte qu'avec, en manipulant des choses complètement abstraites, qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas cognitives, c'est finalement, à force de les toucher, c'est votre idée du hors-champ qui m'a fait penser, c'est de rentrer dans le concret. Et je pense qu'entre finalement, le travail que nous faisons tous, enfin le travail de cette transmission du concret dans l'abstrait et de l'abstrait dans le concret, c'est le travail artistique. Et je pense que ce qui mène, enfin ce qui rassemble les deux, c'est la question de l'intime. C'est que quand l'abstrait passe dans le concret ou quand le concret passe dans l'abstrait, ce qui se joue, c'est un transfert de l'intime. Et quand vous disiez tout à l'heure, est-ce que c'est de l'art ou c'est pas de l'art, quand tout le monde se met à chanter ensemble, est-ce que c'est de l'art et du politique? Moi je dirais c'est de l'intime et du politique. C'est qu'il y a effectivement quelque chose qui à un moment donné se partage à plusieurs. Donc, en soi c'est une sorte de force politique, mais ce qui se partage c'est une question intime. C'est que chacun au fond de soi se constitue comme un élément du collectif. Il y a une vision cartésienne qui pense que le collectif c'est la somme des individus. On pense tous que pour faire du collectif il faut mettre tout le monde ensemble. En fait c'est exactement l'inverse, c'est chacun de nous contient un collectif. Ce que dit Édouard Glissant très bien. Chacun de nous est l'ensemble du collectif. Et en fait c'est ça qu'il refoule, ou qu'il ne veut pas entendre, ou qu'il ne veut pas comprendre, ou qu'il ne veut pas faire jouer. Mais nous contenons tous tout le monde. Et quand on arrive à chanter à 6000 ou quand on arrive à ressentir des choses comme ça à plusieurs, c'est ça qui se joue, c'est qu'on ressent au fond de soi, quand l'intime rejoint justement l'abstrait et le concret, on ressent au fond de soi que le collectif est en nous et qu'on le contient entièrement. Et à ce moment-là, le collectif se forme.